Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière conférence de ce forum Made in Jump 2017 Exois. Nous allons parler des objets connectés avec nos trois intervenants. Nous allons co-animer avec mon ami Francis Papazian cette conférence, mais comme on l'a dit tout à l'heure avec Francis, c'est pas tant une conférence, c'est quelque chose qu'on aimerait bien interactif. Alors on s'est complètement planté tout à l'heure sur le côté interactif, donc on espère que vous allez être meilleurs que ceux qui étaient là tout à l'heure. On n'a pas réussi à vraiment faire un aller-retour entre la salle et l'estrade. Merci Jocelyn. Valérie Mirion, rebonjour. Vous êtes directrice juridique et RH de Esri France, dont vous allez nous dire quelques mots, évidemment. Le corps de métier d'Esri France, son positionnement. Esri France distribue des solutions qui utilisent l'information géographique. Nous collectons des données géographiques pour après pouvoir les analyser en les superposant, en les combinant les unes aux autres au travers de la cartographie et aider ainsi à donner de l'information ou prendre des bonnes décisions. Donc du SIG en plein dans les objets connectés. Objets totalement connectés, donc la cartographie au service de l'aide à la prise de décision, c'est cela? Dans tous les domaines d'ailleurs, dans beaucoup de domaines. C'est cela? Complètement universel, aussi bien dans les collectivités territoriales que dans les entreprises privées. Parfait, merci, nous y reviendrons. Alors Corinne Versini, Genesync, racontez-nous. Alors, Genesync, on est des fabricants de matières premières. Des fabricants de matières premières pour ce qu'on qualifie, nous, de nouvelle électronique. C'est une électronique qui n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez, avec par exemple un smartphone qui est lourd, qui est rigide. C'est une électronique qui est légère, qui est souple, qui est flexible, qu'on met partout. Vous commencez à en entendre parler quand on vous parle d'écran OLED, d'écran souple, de ce genre de choses, des capteurs, des biocapteurs qu'on met très facilement sur le corps et qui s'adaptent à la forme du corps, bien entendu, parce que vaut mieux ça que l'inverse. Ben voilà, nous on fait des matières premières pour permettre aux fabricants d'objets connectés, entre autres, de servir de nouveaux marchés et de nouvelles applications. Merci. Monsieur Rachid Bouchakour, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes au dirigeant de WheatMonkey. WheatMonkey, une start-up du territoire, me semble-t-il. Vous nous la présentez en quelques mots? Oui, je vous présente WheatMonkey. Je suis là, je pourrais être là à double titre. Je suis aussi directeur d'un laboratoire de recherche CNRS qui travaille dans le domaine de l'IoT. Et puis, bien sûr, jeune président de la start-up WheatMonkey qui développe en fait une offre de produits que l'on va placer sur le parcours de soins du patient depuis le dépistage jusqu'à la pose du diagnostic et jusqu'à la surveillance, en particulier dans le domaine des troubles du rythme cardiaque. D'accord, donc une solution rapide de détection, c'est cela? Plusieurs solutions de détection précoce sous forme de bornes que l'on retrouvera en fait dans les pharmacies. Ensuite, un dispositif qui permettra de surveiller sur le long terme le rythme cardiaque à des fins de poser un diagnostic. Et puis ensuite, un dispositif beaucoup plus miniaturisé que j'ai d'ailleurs sur moi, que je vous montrerai tout à l'heure, qui permettra en fait à tous les patients de pouvoir mesurer en fait son rythme cardiaque et ensuite le transmettre au médecin. On est au cœur du sujet là. Alors justement, l'IoT, l'objet connecté, l'Internet par les objets, qui peut me redonner finalement une définition la plus simple possible de ce que l'on entend parler assez souvent? Allez. La plus simple, oui, ça va être compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est un objet connecté. On en voit partout, tout est connecté. Il y a des connexions qui se font entre les objets et les êtres humains. Il y a de plus en plus de connexions qui se font entre objets. Bientôt, vous allez avoir votre machine à laver qui va parler avec votre smartphone pour vous sortir la liste des courses. Enfin, des trucs comme ça. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça démarre. On connaît des balbutiements d'objets connectés. Et un objet connecté, c'est quelque chose qui va collecter une donnée et qui va la renvoyer quelque part, qui va la remettre sur le réseau. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'on est vraiment au tout début. Et Corinne, je sais que vous êtes au cœur de ce sujet, mais on posera la même question à M. Bouchakour et à Valérie Mirion. Justement, quel est le rythme de ce qu'on va découvrir finalement? On est à l'horizon de 1, 2 ans, plutôt 5 ans. Quel est le cycle d'après vous? Je pense que ça va... Ah, pardon. Non, je crois qu'on a des prévisions aujourd'hui à plus de 20 ou 50 milliards d'objets connectés en 2020. Ramener à la population susceptible de les utiliser, c'est entre 10 et 50 objets. Donc ça va vraiment inonder en fait notre quotidien.
Et ça draine derrière pour l'industrie de la microélectronique qui est à l'origine, à la base, hein, puisqu'on va utiliser des composants microélectroniques pour réaliser ces objets connectés en partie. C'est 25% de la production mondiale en fait en microélectronique qui est dédiée à l'Internet des objets. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important d'un point de vue économique. Et dans ce contexte-là, on est dans un lieu qu'on a appelé Made in Job. Dans Made in Job, il y a Job. Donc en matière d'emploi, qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Me répondez pas, on ne connaît pas encore les métiers de demain, parce que ça on le sait déjà, mais plaisanteries mises à part, si on creuse un petit peu, qu'est-ce qu'on peut imaginer demain? Quand on est assis dans cette salle, comment on se projette dans ce boom qui n'est pas fini? Corinne, tu évoquais tout à l'heure, on est qu'au début. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en matière d'emploi? Je vais pas répondre comme la RH parce que je suis sûre qu'elle est beaucoup plus calée que moi. Ce que je sais, c'est que si vous êtes informaticien, à mon avis, c'est pas vous qui allez inventer les objets de demain. Je suis désolée de vous décevoir. Parce que ce qu'on attend aujourd'hui de la part des inventeurs, c'est des applications, c'est des ruptures. Et donc, il faut sortir du cadre. Et en général, les techniciens ne sont pas ceux qui sont les meilleurs pour sortir du cadre. Ça arrive, mais c'est pas, enfin, comme on dit, hein, c'est pas la majorité de l'espèce. Hein. Donc, moi, je pense que c'est plutôt des artistes et des gens qui vont avoir des nouveaux besoins. Et vous, en tant que technicien, vous allez y répondre. Et je pense que demain, il y aura les designers, parce que le design des objets électroniques, ça va être gratiné. Parce qu'on va avoir de plus en plus de problèmes de facteurs de forme, de réduction, tous ces trucs-là. Et puis, comment on va crypter les données? Parce qu'il va y avoir derrière des problèmes d'éthique. Mais peut-être qu'on le verra après. Valérie? Alors, je vais être un petit peu moins directe vis-à-vis des informaticiens parce qu'on a déjà beaucoup de mal à les recruter. Alors, si en plus on se fâche avec eux, ça va être encore pire. Hein. Non. On a bien entendu besoin d'informaticiens au sens large, des développeurs, des architectes et tout, d'autant que aujourd'hui les langages et les outils vivent tellement rapidement et changent tellement rapidement que l'informaticien d'aujourd'hui, dans 3 ans, c'est plus le même. Donc, de toute façon, il évoluera avec son temps. Mais là où je rejoins Corinne, c'est que ce qui prédéfinit l'objet connecté, c'est avant tout l'usage qu'on va en faire. Et là, le champ est complètement illimité. On peut l'avoir aussi bien dans des sujets type les smart cities, comment aujourd'hui une ville se connecte finalement vis-à-vis de ses habitants, lui donne de l'information, organise différentes choses aussi bien sur des sujets de développement durable que de circulation, que d'empreinte écologique, etc. Mais c'est aussi bien entendu chez soi. Ou dans ses loisirs, on parle beaucoup à ce moment-là de géolocalisation, mais c'est aussi et surtout de l'usage pour aider à la décision, aussi simple qu'elle soit. Tout à l'heure, je parlais avec une start-up qui est là et qui commercialise un bracelet, et tout simplement par des vibrations, il vous dira, avant même de lire la carte, si vous devez tourner à droite ou à gauche, et de manière intuitive, pour vous orienter et aller rapidement là où vous voulez aller. Voilà, sans avoir à lire une carte. Merci Valérie. Oui. Monsieur Vouchacourt, votre produit, Oui, justement, vous nous avez teasé le produit tout à l'heure, alors montre-le nous. Typiquement, en parlant d'usage, voilà en fait ce que sera demain le nouvel enregistreur de votre rythme cardiaque, une dérivation, que vous n'aurez pas besoin de placer en fait des électrodes et puis d'avoir un dispositif au niveau de la taille. Il vous suffira simplement, au format carte bancaire, de mettre en fait vos 2 doigts et de relever en fait votre rythme cardiaque et ensuite de le transmettre au médecin. Alors, pour revenir sur les différents métiers, parce que je pense que c'est une question extrêmement importante, si vous me tenez le micro, je vais pouvoir continuer à vous expliquer. Eh bien, au démarrage en fait de ce dispositif, vous avez une électronique, donc il faut des technologues capables de dessiner et d'imaginer en fait des circuits intégrés qui sont susceptibles de pouvoir mesurer un courant de surface qui est le courant de surface du rythme cardiaque que vous avez là au niveau en fait des doigts. Ensuite, il vous faut des spécialistes pour ce qu'on appelle le traitement du signal, c'est-à-dire faire que ce signal soit exploitable ensuite par le médecin.
Ensuite, il vous faut ce que l'on appelle des data scientists, c'est-à-dire des traiteurs de données sur big data, sur l'intelligence artificielle. Beaucoup d'informaticiens aussi pour mettre en place l'ensemble des réseaux. Et une fois que vous avez réglé ça et que vous avez développé cet objet à l'usage du patient, parce que c'est le patient et le médecin qui définiront et qui ont défini en fait la fonctionnalité de cet objet, ensuite on développe et ensuite on peut mettre sur le marché. Magnifique. Vous êtes où de la maturité de votre projet, Monsieur Bouchako? Le dispositif sera commercialisé l'année prochaine, en milieu d'année. Et on avait un objectif important qui nous avait été demandé. On travaille en collaboration avec la PHM donc à Marseille. Et on avait un objectif qui est de fournir en fait un dispositif au coût le plus réduit. Et ce dispositif sera commercialisé à moins de 100 €. Moins de 100 €. Bravo. Et c'est une start-up du territoire. Merci. C'est une vraie valeur ajoutée pour l'écosystème French Tech. Monsieur Bouchako, merci d'être là aujourd'hui. Vous imaginez tous les malades du cœur qui pourront relever leurs données en temps réel et qui n'attendront pas d'avoir quelqu'un avec un électrocardiogramme pour prendre leur rythme cardiaque. Moi, je trouve que c'est une avancée extraordinaire et ça se passe chez nous à Marseille. Et vous voyez, c'est des médecins qui au départ étaient à la définition de l'usage. C'est ce que je dis, c'est pas les techniciens, ce sont des gens qui ont des besoins. Et donc les besoins, à mon avis, vont être illimités. Donc ça veut dire que si je suis membre du public, là, que je réfléchis à mon avenir, encore une fois, je suis venu au Forum Medijob pour ça. Donc ce qu'on est en train de lui dire, c'est que bon, éventuellement, on peut être celui qui a l'idée géniale. Voilà, cette idée-là est déjà prise, il l'a déjà eu, cette idée géniale, lui. Donc ça peut être ça. Et surtout, ça peut être, je sais, les différents métiers que vous avez listés, les métiers de l'informatique au sens large. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que finalement, ces métiers-là que vous avez évoqués, eux, ils ne sont pas nouveaux. Donc on n'est bien que dans l'aspect applicatif. Je redis juste ce qu'on a dit tout à l'heure, mais pour bien que les choses soient claires. Est-ce que ça vous parle, vous? Est-ce que c'est ça que vous aviez à l'esprit? Ou est-ce que, quand on parle d'Internet d'objets connectés, est-ce que ça vous fait rêver à autre chose que ce qu'on est en train de dire? En termes d'emploi, je parle. Hein. Je vois que vous voulez pas parler avec un micro. Je crois que l'IoT, c'est... Là, c'est bon, ouais. Les domaines d'application dans l'IoT sont juste colossales, que ce soit de manière commerciale. Vous avez un magasin aujourd'hui qui va être capable de capter son environnement portable autour, de pouvoir cibler un client pour lui lancer une alerte ou quelque chose comme ça. Dans l'usine, au niveau capteur, une usine, c'est juste une boîte à IoT, quoi, au niveau des productions. Donc, c'est un des domaines certainement potentiellement les plus importants de développement actuel, je pense, dans l'informatique. Oui, je te lance. Non, mais si on regarde sur les IoT, c'est super intéressant, notamment au niveau de la sécurité. On voit le botnet Mirai, qui dont le code source a été publié, qui a juste explosé le premier serveur de DNS aux États-Unis. C'était que des IoT. C'est le problème aujourd'hui, c'est que c'est vrai que l'invention, elle est extraordinaire. Maintenant, au niveau de la sécurité, où est le problème? On se retrouve avec 50 milliards de connexions. Pinguer un serveur, vous pinguez Google avec 50 milliards, vous le shut down. Et au niveau des transferts de données aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standard qui existe. Oui, vous publiez, vous pouvez le faire par hiérarchie, mais les échanges, etc., ça reste des systèmes propriétaires. On est aussi sur l'aspect sécurité, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je rebondis juste, je pense toujours métier, hein. Excusez-moi, j'essaye de garder mon fil, et donc du coup ça me fait rebondir aussi. On n'a pas cité, vous l'avez évoqué, le data analyst, oui, etc. Donc quelque part, au data analyst, on est déjà pas loin de la notion de cybersécurité. Mais monsieur, me semble-t-il, c'est de ça dont vous parlez, hein, c'est bien la sécurité de la connexion. Est-ce que tu avais évoqué toi aussi, Corinne, tout à l'heure? Juste de manière simple, ce botnet, il s'est simplement configuré avec des utilisateurs et des mots de passe par défaut. Il n'en avait pas beaucoup, hein, il en avait, je crois, une quarantaine. Avec 40 utilisateurs, il a pris la connexion de 500 000 objets. Enfin, c'est pas mal, quoi. Je vais compléter, je pense que c'est une très bonne remarque, ce que vous venez de dire. Typiquement, aujourd'hui, dans le domaine de la surveillance, je vais prendre le cas que je connais bien, la surveillance du rythme cardiaque. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui où, en fait, on va monitorer en temps réel, envoyer les données et a posteriori poser un diagnostic. Ça, c'est extrêmement consommateur, à la fois d'énergie et à la fois de stockage de données, dont on sait qu'un trouble de rythme cardiaque est un événement symptomatique.
il va arriver peut-être une fois par jour, une fois sur une semaine. L'intérêt est de documenter l'événement au moment où il se produit. Ce type d'objet, en fait, a été conçu à cette fin, c'est-à-dire que dès que le patient ressent un malaise, il va documenter avec ce dispositif et ensuite il n'enverra que la donnée, qu'on l'on appelle nous la donnée utile, et non pas des milliards et des milliards de données qui seront utilisées a posteriori. Je vous rejoins tout à fait sur cette idée. Sur l'aspect sécurité, je rebondis encore sur ce mot-là, ça fait penser aussi à confidentialité. J'imagine que chez Esri, c'est quelque chose que vous avez à traiter, évidemment. Oui, complètement. Ça fait partie d'ailleurs de nos préoccupations quand on travaille avec le gouvernement ou bien quand on travaille sur des sujets extrêmement sensibles. La protection des données fait partie de notre environnement quotidien. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que ces données soient aussi, même sans être violées, qu'elles soient utilisées à bon escient. Et l'objet connecté n'a de sens que si effectivement il est utile à l'homme dans son usage et qu'il facilite finalement la vie de l'homme sur la planète. En tout cas, pour nous, au niveau des systèmes d'information géographique, ça fait partie véritablement de nos enjeux. Alors là, moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose parce que ça, c'est mon dada. Il y a on est aujourd'hui tous là parce que tous, à un moment donné, on va travailler sur ces nouveaux objets, sur ces nouvelles applications, sur tout ce qui est nouveau. Donc, on crée le futur. Et il faut penser à une chose, on est des scientifiques, on fait de la science, enfin même les artistes parfois créent des choses nouvelles et on va dire on va les mettre dans le même panier. Faut pas oublier qu'on est en train de créer le futur et que ce qu'on crée, c'est parfois que des concepts. Donc les concepts, on ne va pas leur demander d'être moral ou immoraux, pardon, d'être moraux ou immoraux. Un concept, c'est amoral. On n'a pas d'éthique dans un concept. L'éthique qu'on y mettra, ce sera la nôtre. Donc moi, mon dada, c'est de rappeler à chaque fois que je vois des gens qui vont créer des nouvelles choses, penser à l'utilité pour l'humanité. Alors ça fait peut-être prétentieux, mais ce que vous allez faire, de toute façon, aura une influence à un moment ou à un autre sur d'autres hommes. Donc pensez à l'influence que vous allez voir sur ces hommes-là. Quelle est l'éthique? Qu'est-ce que vous allez passer comme message? Et ça, c'est hyper important. Ne faites pas des choses intrusives quand on dit oui, l'informatique, l'intelligence artificielle, ça va nous dominer. Non, ça ne nous dominera pas si on met de l'éthique dedans. Et c'est à nous de le faire et c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quiconque. Ça interpelle de nouveau le monsieur au premier rang. Il ne vous est pas interdit de réagir aussi Je pense que c'est exactement ce que le gars qui a inventé la navigation a fait. Quand il a inventé la navigation, il a aussi inventé le naufrage. Le naufrage. La navigation, mais le naufrage. C'était juste une idée. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est intéressant. Monsieur Bouchacourt, je vous en prie. Sur la partie sécurité, je vais répondre parce que c'est effectivement dans le développement de ce produit qui a quand même été financé par Aix-Marseille Université, la fondation Amidex. On a consommé quand même un peu plus de 2 millions d'euros. On a associé une trentaine de personnes, dont des personnes sur les usages et des personnes sur le droit. Et les personnes sur le droit nous ont interpellés sur droit des données évidemment de santé et sur la vie privée. Et on a apporté en fait une réponse sous forme de brevet qui sera commercialisé dans les versions futures, où en fait quand le patient va enregistrer son signal électrocardiographique, on va combiner en fait la mesure de l'enregistrement de la donnée physiologique avec une donnée biométrique, et ensuite on va entrelacer les données, ce qui fait qu'on va crypter, en fait c'est un peu comme si le signal électrocardiographique était crypté par l'ADN en fait de la donnée biologique de l'individu. Et donc comme ça, on peut perdre sa carte. Il est pratiquement impossible en fait de récupérer la donnée, et c'est surtout très intéressant aussi pour le médecin, parce que vous imaginez que si demain un médecin dans une patientèle de 1000 personnes a une centaine de personnes qu'il doit suivre, quand il va voir arriver des fichiers, il faut absolument que l'outil soit intelligent et vienne placer le relevé électrocardiographique dans le bon dossier en fait du patient. Donc à chaque fois qu'il y a une interrogation,
Si on est saisi, on peut y répondre, on peut apporter des réponses. Sur ces sujets, on voit bien que l'Internet des objets fait aussi évoluer notre environnement et ce n'est pas l'inverse. Vous parlez de cybercriminalité, je vous renvoie aux nouveaux textes qui vont arriver au 1er janvier prochain sur la protection des données personnelles, RGPD ou GPRD en français et en anglais. Très intéressant. On voit bien que c'est bien l'environnement qui s'adapte à la connexion des objets et surtout pas l'inverse. Valérie Mirion, vous voulez intervenir? Oui, je voulais revenir sur les métiers relatifs aux objets connectés. En disant que finalement, une société comme Esri France, qui distribuons des logiciels, ça va être de faciliter, via le travail d'informaticiens et de data scientists, la possibilité pour n'importe quelle personne, dans n'importe quel métier, de transformer le SIG en application. Voilà notre véritable enjeu côté, je dirais, amont de la solution. Charge après à ouvrir toutes sortes de métiers chez nos clients pour effectivement développer le plus facilement possible ces applications de manière extrêmement complexe sur leurs propres infrastructures, mais pour répondre aussi à leurs propres enjeux. Et c'est en ça où, comme on est dans un forum touchant au numérique et à l'informatique, je dirais que les enjeux des informaticiens au sens large, quels que soient les métiers, architectes, dev ou autres, vont être de rendre facile l'utilisation via des applications de données, quelles qu'elles soient, et entre autres la donnée géographique. Oui. Ben, en fait, ce qu'on a vécu avec les apps qu'on a eues sur les iPhones, les smartphones Samsung et compagnie, ben, on va avoir la même chose on va avoir des apps sur les objets connectés. Et ça, c'est une brèche dans laquelle, à mon avis, vous pouvez vous engouffrer parce qu'on va avoir plein de besoins. Hein. Y a-t-il des questions avant que nous le poursuivions? Qui veut intervenir justement sur les enjeux d'emploi? Parce que finalement, est-ce que c'est... Alors je pose la question, pardon, elle est sans doute simpliste. Oui, il y a une question. On va vous donner un micro. Monsieur? Oui, moi, je voulais revenir sur les enjeux sécurité parce que... Plus près, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais revenir un peu sur les enjeux sécurité des objets connectés. Il y a effectivement l'enjeu de la sécurité des données, de l'inviolabilité des données qu'on transmet, mais il y a aussi l'enjeu de la sécurité, de la configuration et de l'installation des objets connectés. Actuellement, les 3/4 des objets connectés qui sont vendus, je pense aux caméras de surveillance, je pense à ces objets qu'on voit partout en fait, sont connectés et ne sont pas designés pour la sécurité. On rajoute la sécurité par derrière comme on peut avec un vilain patch, mais en pratique, les objets connectés, alors pas évidemment les vôtres, qui sont des objets très spéciaux, mais par exemple les objets grand public qu'on voit, qui sont des objets connectés, les frigos connectés, les fours connectés, tout ça, ils ne sont pas sûrs du tout. Et si vous rajoutez autant de portes d'entrée dans un environnement que vous rajoutez d'objets connectés. Ils ne sont pas configurés à l'origine, Corinne, pour être sécurisés. On les sécurise après. C'est normal, normal, puisque c'est des vieux objets sur lesquels on a rajouté des connexions. Là, c'est pas du tout la même chose, c'est un objet qui a été créé au départ. Et on est en train de vivre cette mutation. Mais on l'a pas encore... on est, comme on dit, hein, les fesses entre deux chaises. Hein, ouais, voilà. Doit-on comprendre qu'il y a sans doute beaucoup d'emplois à venir créés dans le milieu de la sécurité, justement, informatique, dans le droit et la sécurité informatique, Corinne, Rachid? À mon avis, oui. Et à mon avis, en électronique, ça va être l'électronique de demain. Hein, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont en capacité de s'équiper, ils sont déjà équipés. Je suis sûr que parmi vous, lequel n'a pas un smartphone, un PC, voire une tablette aussi en plus à la maison? Tout le monde est équipé. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la capacité de s'équiper, de toute façon, ils ne vont pas s'équiper. Donc si on veut refaire croître le marché de l'électronique, ça ne passera que par de nouvelles applications et de nouveaux usages et donc des objets connectés. Et d'un point de vue technique, formation, compétences, ce que j'entends, c'est que finalement, c'est des métiers qui existent déjà. Je dis peut-être des bêtises, mais je fais un peu exprès. Hein, je viens vous chercher. Et que finalement, c'est simplement une façon différente d'exercer son métier, d'appliquer ses compétences dans des démarches différentes, à des finalités différentes, ou pas du tout. Je vois Valérie qui dit oui et Corinne qui dit non, c'est intéressant. Moi, je dirais qu'on est dans de la transformation digitale.
Donc, inévitablement, on part de métiers qui existent, hein, si on a une vision applicative de l'objet connecté. Hein. On est dans des métiers ou des produits qui existent et qui sont en train de se transformer pour pouvoir, encore une fois, donner de l'information, communiquer et, bien entendu, nous aider aussi à mieux vivre. Hein. Moi, je suis très orientée sur cela. Donc après, bien entendu, il peut y avoir de nouveaux métiers, mais qui ne vont pas s'inventer via l'objet connecté, qui vont s'inventer d'eux-mêmes et qui pourront utiliser l'objet connecté. Voilà. Alors ça c'est vrai pour le soft, c'est pas vrai pour le hard. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'électronique, vous avez une certaine technique. Si on compare l'électronique, on parle de circuit imprimé, c'est pas du tout imprimé, hein, ça se rapproche plus d'une technique photographique. C'est-à-dire que vous avez du silicium, vous allez par des systèmes de masques sur des résines dessiner quelque chose, et ça, on appelle ça un circuit imprimé, mais c'est pas imprimé. L'électronique de demain, c'est une électronique qui est imprimée. Donc on parle de substrats qui sont plastiques, sur lesquels on va mettre des produits conducteurs, semi-conducteurs, avec différentes couches. Aujourd'hui, on n'a pas autant de couches que sur le silicium, on est à une dizaine de couches, sur le silicium, on est à une cinquantaine, mais ces métiers-là n'existent pas. On est en train de les créer. Il vient d'avoir une école en France, à Grenoble, l'INP, là, à Pagora, qui commence à faire des métiers de l'électronique imprimée. J'ai eu l'unique stagiaire d'électronique imprimée de l'école des mines de Saint-Étienne. Après, ils ne l'ont pas fait, il était tout seul à faire ça. Et d'ailleurs, on lui a demandé si c'était un vrai stage qu'il allait faire, quoi. Mais je peux vous dire qu'il bosse maintenant à temps plein chez nous. Hein. Donc, on est en train d'inventer les métiers du hard. Et c'est vrai qu'après, on va réutiliser, pour mettre l'intelligence dedans, des tas de choses qui existent. Corinne, tu poses en quelque sorte la question aussi de l'adaptation de l'outil pédagogique à nos métiers de futur. Ah, c'est oui. Un vrai sujet. Ah, c'est un vrai sujet, parce que moi, pour faire des nanos, parce que je fais... En fait, mes matériaux sont sous forme nano. Alors, pour trouver des gens qui connaissent comment fabriquer, stabiliser des nanos de façon sécurisée, c'est déjà assez galère. Mais alors après, pour trouver les gens qui sont capables de les imprimer, de les manipuler, de faire des couches successives et de me designer les circuits imprimés avec une véritable imprimante, bon, on oublie là. Bon, Monsieur Bouchakour, vous vouliez intervenir? Il se trouve que j'ai été aussi dans une vie antérieure directeur d'école d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé, moi en tant qu'utilisateur, jeune start-upper, j'ai à recruter des personnes. Je dois en recruter 8 l'année prochaine si on arrive à faire notre levée de fonds. Croise les doigts. J'aurais besoin en fait de personnes qui vont travailler avec un esprit de co-conception. Je veux pas que l'informaticien soit dans son coin et fasse son informatique tout seul. Je veux pas que le microélectronicien fasse son circuit tout seul. En fait, c'est vraiment aujourd'hui un travail d'équipe. Et ce qui est important dans l'ensemble des domaines que vont adresser les objets connectés, c'est ce que l'on appelle nous la variable d'état du système. C'est-à-dire que scientifiquement, on pourra toujours mesurer une grandeur. La question, c'est de cette grandeur physique, quelle est la variable d'intérêt à des fins de déterminer, de donner un résultat observable pour le médecin ou le patient, quelle est la variable d'intérêt. Et ça, le spécialiste, c'est le médecin. Donc, il va falloir associer des médecins, des informaticiens, des traiteurs de signaux. Un exemple simple pour illustrer, on a commencé à récupérer en fait le signal et on a voulu, nous, esthétiquement, avoir le plus bel ECG qui soit, sauf qu'à un moment, à force de traiter le signal, on avait enlevé de l'information médicale. Et donc, le médecin doit être derrière. Et donc, je pense que les métiers de demain sont des métiers où on aura une spécialité, mais on aura aussi cette ouverture vers les autres mondes qui nous entourent, parce que ces objets sont des objets qui sont dans notre environnement au quotidien. Donc il faudra avoir une ouverture sur le design, une ouverture sur les usages et ainsi de suite. Même si on est microélectronicien, même si on est informaticien. Merci. Je trouve remarquable qu'une personnalité comme vous, avec l'histoire que vous venez de raconter, vous vous appeliez un jeune start-upper. Je trouve ça formidable. C'est ça aussi la French Tech et le territoire. Ça rend ces belles histoires possibles. Et à titre personnel, franchement, je trouve ça formidable. Écoutez, je quitte un laboratoire de 350 personnes pour monter une start-up de 3 personnes. Je suis ravi. C'est bien de manager 3 personnes. Hein. Alors, y a-t-il des questions à poser à nos invités? Alors, formidable parcours. Valérie, quelque chose à ajouter? Oui, je voulais
juste rebondir sur ce que monsieur disait et dont on parlait tout à l'heure à la précédente conférence. C'est que effectivement, au-delà du technicien en termes de compétences, ce que l'on va aller chercher, c'est l'agilité et cette agilité mentale, pouvoir passer d'un métier à un autre, pouvoir regarder dans le passé, mais aussi bien entendu dans l'avenir. Et je mettais l'accent tout à l'heure sur un point. On est aujourd'hui en train d'échanger des millions et des millions de données. On parle tous du big data. Or, ces échanges de données, on les fait en temps réel. Et à l'échelle planétaire, puisqu'on utilise l'Internet. Et c'est là où on va avoir nos enjeux. Penser objet connecté, c'est penser à l'échelle planétaire avec un mental extrêmement agile. Voilà la compétence de demain que l'on va rechercher dans nos entreprises. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve, moi, pour avoir animé toutes les conférences depuis ce matin. S'il y en a parmi vous qui ont fait toutes les conférences ou au moins une partie, à chaque fois le mot agilité est revenu, systématiquement. Et a fortiori lorsqu'on parlait de parcours de demandeurs d'emploi ou de personnes en recherche d'orientation ou de réorientation, peu importe, mais quoi qu'il en soit, en recherche d'opportunités de job, quoi. On a systématiquement parlé d'agilité, de capacité à se réinventer soi-même, à se réinventer soi-même. Monsieur est un bel exemple de réinvention personnelle. Je me mets aussi dans la liste des fans, si tu permets. Mais voilà, je pense que c'est une des synthèses qu'on peut faire à la fois des échanges qu'on vient d'avoir, mais aussi de tous ceux qu'on a eu toute la journée. Tous les intervenants ont parlé de la même chose. Absolument. Et un deuxième mot qui revient très souvent, c'est question. En avez-vous? Souhaitez-vous intervenir, réagir? N'hésitez pas. C'est formidable. Nous avons des parcours et des positionnements absolument exceptionnels. Moi, je suis très très heureux de vous avoir mieux découvert. Jocelyn, on peut peut-être conclure. On peut se donner rendez-vous l'an prochain. Je suis persuadé qu'on aura une conférence qui s'appellera « Quels sont les objets non connectés ?» Au train où ça va, c'est plutôt ça qu'on va prévoir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été là. Le dernier atelier se déroulera à 16h10 au Teddy Bar sur la création d'entreprise, parce que finalement, ça part aussi de la création d'entreprise. Le job, on peut se créer son propre job. D'ailleurs, vous y retrouverez Francis. Modestement. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.